L'année universitaire a démarré la dernière fois avec encore des manifestations des étudiants, notamment le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais MET qui était en manifestation pour réclamer l'amélioration des conditions d'études à l'université de Lomé. Et la dernière fois, comme vous le savez tous ou vous l'avez appris via les médias, cette manifestation du MET n'a pas pu atteindre son terme. Elle a rencontré une opposition des forces de l'ordre et de sécurité. Jets de pierre et de gaz lacrymogène ont été donc la triste scène vécue la dernière fois. C'était mercredi donc à l'université de Lomé. Et puis quand on a essayé de scruter un tout petit peu, ça a amené à poser la problématique des conditions d'études dans les universités publiques du Togo. Nous prenons le cas de l'université de Lomé. C'est ce sujet qui nous rassemble ce matin autour de ce plateau. Et comme vous le savez, tous les lundis, l'équipe est en place. L'équipe, vous la connaissez désormais, l'équipe de tous les samedis. Mais avant de retrouver l'équipe, nous allons ensemble, comme d'habitude, scruter la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, du moins les quelques numéros qui nous sont parvenus. Togo Matin est dans les kiosques et titre du DSRP à la SCAP. Bien joué, mais la partie reste à gagner. Titre. Le journal de Dieudonné Koro Lakina. Et puis développement, lancement d'un nouveau projet de volontariat, rubrique politique. Jean Kissi et Jerry Tama, mêmes objectifs, s'interrogent le journal. Et puis point de vue, diaspora et volontariat, l'un primé, l'autre oublié, écrit le journal éditorial Ouagadougou, ville de la peur. En tout cas, Ouagadougou, je crois que nous allons ouvrir avec Ouagadougou juste quelques minutes avant d'attaquer le sujet principal. La symphonie de Yves Gallet, que nous saluons au passage également dans les kiosques ce matin, et titre Réussite Diaspora édition 2016, fort décore les 7 lauréats. Et puis la photo, vous voyez à la une du journal, le ministre Robert Djoussé et le président du jury au milieu, entouré des 7 lauréats de réussite diaspora. Alors, invité spécial, toujours à la une du journal La Symphonie, le phénomène des gros bras est purement et simplement à proscrire. D'ici Kodjo Garba Nyambi, procureur général près la cour d'appel de Lomé. Et puis, Bénin, marché des BTP, l'expertise des Boumaf lui fait décrocher un nouveau gros marché. Comité de normalisation de la FTF, tout va bien. Le congrès statutaire tient le 20 janvier 2016. Premier étoile, les émissaires de la CAF et de la FIFA débarquent à Lomé ce lundi à 11h. Et l'autre point, la guerre du délai statutaire n'aura pas lieu. Nouvelle opinion de El Hadj Chanyao Arimiao également dans les kiosques ce matin. Nous lui disons salam alaikum. Et à la une du journal, on peut lire le service de communication du parti de Fabre en panne. Après sa défaite électorale, l'ANC s'enlise dans le rabotage politique, écrit le journal. Et puis, dans la lucarne, on peut lire promotion du volontariat au Togo. Le gouvernement lance le projet Jeunes déscolarisés pour un meilleur développement des communautés. Politique de développement durable 2016, un départ pour de nouveaux défis. Semaine de réussite diaspora 2016 au Togo, un dîner de gala a clôturé les activités. Et puis autre article, après 2 ans d'absence sur la scène politique, Jean-Luc Romao appelle à la mobilisation des jeunes de son parti. Les pays des hommes intègres endeuillés par les attaques terroristes, 29 morts, 33 blessés et 4 assaillants tués. La montée de l'insécurité dans la sous-région, un défi à relever, écrit le journal. L'OTR en guerre contre l'hémorragie financière et l'insécurité au port autonome de Lomé. Le port obligatoire de Badj, un mal nécessaire, écrit Nouvelle Opinion. Et pour finir, le journal Le Rendez-vous de El Hadj Abi Alpha également dans les kiosques ce matin, écrit 10 astuces pour être un bon mari musulman. À la une du journal, SNPT, aucun bateau n'a chargé depuis 2 mois. À qui profite la mévente artificielle du phosphate togolais, s'interroge le rendez-vous. Et puis toujours à la une du journal, les Togolais de l'étranger en question. Djoussé Robert honore une diaspora absente, écrit le rendez-vous, les 70 plus grands péchés en islam et la mise en garde contre les grands
péché. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. Nouvelle Opinion, le rendez-vous, la symphonie. Et puis Togo matin au prix de 250 francs CFA. Je vais rapidement rappeler le sujet problématique des conditions d'études dans les universités publiques du Togo, cas de l'université de Lomé, avec les mouvements d'humeur observés mercredi dernier où jets de pierre et de gaz lacrymogène ont marqué le temps. Nous allons, comme dit, démarrer avec le Burkina. Et bien avant, vous présenter nos invités. Dominique Alizou, directeur de publication du journal chronique de la semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux auditeurs auditrices de KNTV 47. Et voilà, et puis Léon Dououn, il est rédacteur en chef du journal Le Patriote. Vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Bonjour Léon et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous nos fidèles auditeurs et particulièrement à nos auditeurs de la communauté en burkinabé, ici à Lomé et au Togo, à qui nous témoignons d'ores et déjà notre compassion. Voilà, merci donc. Et notre troisième invité, c'est Bernard Alognon. Vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement et tous nos regrets, nos pensées très 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 émouvantes à l'endroit du peuple burkinabé actuellement. Et voilà. Vous voudrez bien comprendre mon émotion. Voilà, ça se comprend. Rapidement, vous dire que vendredi, on était là très tranquille lorsque déjà sur nos postes téléviseurs, on lisait en bande passante une attaque était en train d'être opérée au Burkina Faso et quelques heures plus tard, dans la nuit, on a appris quand même que c'est l'hôtel Splendide qui a été attaqué par des assaillants aussi bien armés comme on les connaît. Et au finish, à l'arrivée, le bilan est là, très lourd, comme l'a repris tout à l'heure un journal. À sa une, on parle désormais de 28 morts, d'une cinquantaine de blessés et plus de 150 personnes qui ont été sauvées et puis mises aux soins pour ce qui concerne les prises en charge psychologiques. Alors, dans la foulée, vous avez suivi également ce qu'on peut appeler riposte de l'armée burkinabé appuyée par celle française et américaine. On a pu abattre 4 des assaillants. Et les assaillants portent donc un visage AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a revendiqué l'attaque et l'homme qui est annoncé pour mort depuis plusieurs années par les Américains refait surface et inquiète donc le Burkina, un pays très mobilisé avec des signes précurseurs, des enlèvements par-ci, des enlèvements par-là. Aujourd'hui, la grande question est de savoir si on doit avoir peur ou commencer par avoir peur au Togo, Dominique. Le Burkina, c'est juste à nos portes. Burkina est à 600 km du Togo. Et là, on peut s'interroger, mais je pense que... Pas à 600 km du Togo. Oui, le Burkina, peut-être de Lomé. Je parle de Burkina. Oui, peut-être de le Lomé. Le Burkina frontalier de Lomé-Saint-Cassé, c'est 600 km. Donc, Lomé est Saint-Cassé est frontalier de Burkina Faso. Donc, je parle déjà à partir de là, je ne parle pas de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est à près de 900 km. Voilà. Donc, c'est dire que c'est vrai, le phénomène semble peu inquiéter, parce qu'à se demander si, après Ouaga, puisque apparemment ils descendent un peu, puisque auparavant, ils étaient juste localisés dans les pays sahéliens, notamment le Mali, le Niger, et puis un peu le Tchad. Bon, le Tchad, c'est beaucoup plus Boko Haram. Et je pense que maintenant, ils sont descendus à Ouaga, on se demande. Mais je pense que nos pays doivent redoubler de vigilance, d'ingéniosité pour essayer de les contrer, parce que les terroristes n'ont pas de limite, n'ont pas de cœur, c'est des fous qui agissent sans regarder, sans se demander est-ce que celui dont vous allez enlever la vie, qu'est-ce qu'il vous a fait? Si au moins ils se posaient cette question, on ne peut pas débarquer, attaquer un hôtel Splendide que je connais très bien à Ouaga. Et la zone, c'est une zone très très animée, surtout à partir de 19h30. Elle est très très animée parce qu'en face, il y a le restaurant, le café-restaurant Cappuccino. Et juste à côté, il y a un bar là-bas qu'on appelle Taxi Blues. Et donc, vraiment, c'est une zone très très animée. C'est pourquoi, sûrement, qu'ils ont choisi
la zone pour faire beaucoup plus de victimes. C'est très fréquenté par les Occidentaux. Oui, beaucoup, vraiment très fréquenté par les Occidentaux. Donc, je pense que c'est un peu bizarre et dommage que juste après la transition, qu'ils puissent frapper fort au Burkina, parce que beaucoup se demandent mais pourquoi ils étaient où avant. C'est pourquoi lorsque vous scrutez les médias burkinabés, nombreux sont ceux qui disent que Blaise Compaoré, le président démissionnaire ou déchu, qui avait été le médiateur de la sous-région, qui est intervenu plusieurs fois pour la libération de comment on les appelle, certaines personnes enlevées par Acmi et autres, certains otages, s'il faut beaucoup plus préciser ainsi. Donc aujourd'hui, et c'est son bras droit, le général Djibé Diengéré, qui est beaucoup très actif, qui intervient, qui vraiment fait un travail de fond pour vraiment obtenir la libération de ces otages occidentaux. Bon, on se demande si aujourd'hui Acmi veut se dire bon, et dès lors que mes alliés ne sont plus au pouvoir, je dois frapper, ou pourquoi cela? C'est vraiment dommage. Et je pense qu'il revient donc aux États de la CEDEAO vraiment de redoubler de vigilance pour vraiment contrer ces fous qui agissent sans pitié. Voilà. Léon, quelle autre lecture vous faites de cette attaque? C'est vrai qu'au Burkina Faso et un peu sur les médias internationaux, on fait un peu le lien avec cette histoire de coup de fil ou d'échange téléphonique qui aurait eu lieu entre Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, Guillaume Soro, et puis on a cité à l'époque une Togolaise, où en substance on disait qu'il faille frapper fort à plusieurs endroits pour décourager, faire échouer la transition. Effectivement, c'est une thèse. C'est une thèse. Ce que je vais dire, c'est qu'il est trop tôt pour dire quoi que ce soit ou accuser qui que ce soit, parce que toutes les éventualités doivent être posées sur la table. Et par raisonnement téléologique, on va essayer d'écarter les moins plausibles, donc les moins probables, pour en arriver à la thèse la plus probable. Et aujourd'hui, la thèse la plus probable, c'est laquelle? C'est celle donc d'une certaine démission des dirigeants politiques de nos pays, parce que c'est ce qui arrive quand à la tête on ne gère pas bien, c'est ce qui arrive quand à la tête les choses ne se font pas correctement. J'en veux pour preuve que si le terrorisme a commencé par frapper l'Afrique, c'est parce que Kadhafi d'une part a été dégommé par Sarkozy et compagnie. Et c'est aussi parce que au finish, l'éternité que voulait s'offrir le leader, le guide libyen, n'arrangeait pas le peuple et encore moins toute l'Afrique. Donc, il a été dégommé. Cela a permis donc à ces terroristes-là de pouvoir s'installer et de pouvoir étendre leurs tentacules jusqu'au-delà du sable libyen. Ils ont pu s'étendre, ils ont pu s'installer définitivement, j'allais le dire, au Mali, qui est très voisin, au Mali et au Niger, qui sont ces pays-là qui sont très voisins de la Libye. Et de là, ils ont pu finalement venir annoncer, sinon nous annoncer leur présence en Afrique de l'Ouest et plus proche du golfe de Guinée, à travers notamment cet acte répréhensible, rébarbatif et dénonciable qui s'est produit les vendredis et samedis derniers à Ouagadougou. Parce que Blaise Compaoré, justement, comme le disait le doyen, qui s'opposait ou qui s'interposait en tant que grand médiateur de toute l'Afrique de l'Ouest, entre ces groupes rebelles-là qui faisaient des enlèvements et autres exactions, et les populations, et les Occidentaux, et les régimes en place avec lesquels il ne s'entendait toujours pas, a été débarqué aussi de son pays. Ce qui, entre autres, a favorisé donc, ou a réconforté ces personnes-là qui finalement ont jugé bon qu'il fallait encore se faire entendre. Sauf que je ne crois pas que ce soit l'absence de Blaise Compaoré qui ait causé cela, parce qu'aujourd'hui, rien ne justifie une telle attaque. Rien ne justifie une telle attaque de Acmi. Voilà, parce que Acmi n'a pas encore pris main ou langue avec le nouveau régime en place au Burkina Faso. Donc, il aurait fallu d'abord qu'il s'asseye, peut-être qu'il en discute, pour qu'ensuite il se rende compte que nous ne partageons pas les mêmes idées, nous n'avons pas les mêmes visions.
pour que finalement ils veuillent étendre leur califat au-delà du Mali, donc au Burkina Faso, pourquoi pas au Togo, au Bénin et autres, parce que nous sommes, moi je dirais, à 1 kilomètre du Burkina Faso. Quand je pars de Saint-Cassé, on n'a que 500 mètres du côté de part et d'autre de la frontière. À 1 kilomètre, on est vite touché. Donc voilà l'analyse, la petite analyse que je peux faire déjà. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, l'autre point de la question qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout dépend de ce qui se passe, de l'endoctrinement qui se fait là-bas. Aujourd'hui, le Burkina Faso se présente comme un pays laïque. Et on a 40% de musulmans, 30% de chrétiens et 30% d'animistes. Et normalement, ce n'est pas un pays qui doit céder face au terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a constaté que les jeunes du nord du Burkina Faso sont de plus en plus enclins à se déplacer, quitter le Burkina Faso pour aller au Niger, pour aller au Mali. Pourquoi cela? Je crois que c'est là que les autorités devaient d'abord intervenir pour éviter que leurs jeunes... Est-ce que c'est à la recherche, par exemple, d'un Eldorado ou du bien-être? Oui, bon, je crois que il y a un confrère qui a fait un document très intéressant dans lequel il est montré que on offre l'État islamique ou Hakimi offre 350 000 francs, soit l'équivalent de l'achat d'une moto, à un jeune à qui on promet monts et merveilles pour qu'il aille combattre en Syrie. Juste 350 000 francs ou une moto pour qu'il aille combattre, parce que les jeunes au Mali ou au Niger, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de se marier, ils ont besoin d'une moto pour se déplacer, juste pour se faire voir. Et quand on lui achète une moto, il sait qu'il a plus de chance envers les femmes. Donc il peut facilement trouver une femme avec qui il va se marier. Ils sont prêts à financer même son mariage. Ils sont prêts à financer son mariage, quitte à ce qu'il soit d'accord pour aller se faire abattre quelque part. Vous voyez, donc c'est aussi un pan de la question. Moi je pense que c'est là même qu'il faudrait frapper fort, au lieu de chercher à s'armer, à acheter des armes à coups de millions ou à coups de milliards qui ne nous serviraient pas à grand chose. On l'a vu dans cette attaque là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des forces burkinabées appuyées par les forces françaises. Moi je dis plutôt que c'est le contraire. Les images ont montré carrément le contraire. Oui. Les images ont montré carrément le contraire. C'était les forces françaises et américaines, les forces françaises plutôt qui étaient devant. Les forces américaines leur appuyaient à travers les informations et les forces burkinabées. Je ne sais pas si les autres confrères les ont vus. Je ne vais pas monopoliser la parole, moi je ne les ai pas vus. En tout cas, Bernard, vous avez vu à la une du journal Le Correcteur de ce lundi, on a quand même une information qui est une information relative à une prise d'otage, un enlèvement d'un peul qui aurait été pris par des individus inconnus. Il a été, selon les informations mis au frais quelque part dans la V avant de s'échapper pour aller se réfugier quelque part à Tapamé. Alors, au Burkina, quand on a suivi un peu la schématisation faite par le ministre de l'Intérieur, on a compris également que ça c'est parti dans l'intervalle de 72 heures par des enlèvements répétés. Alors, aujourd'hui, est-ce que les craintes des Togolais doivent être énormes? Oui, merci Rodrigue. Les craintes doivent être plus énormes qu'énormes. Parce que, en fait, je voudrais dire que lorsque nous sommes dans le studio ici, nous constatons qu'autour du bâtiment, on est en train de rafaler des gens. Vous savez pertinemment que nous allons avoir peur. On va commencer par courir en ordre et en désordre, ou bien on se couche par terre pour éviter beaucoup de dégâts. Mais c'est là où je veux dire que la peur a gagné actuellement tout le monde entier, en particulier les pays qui sont victimes de ce genre de terrorisme. Aucune philosophie ne peut expliquer, ne peut me convaincre par rapport à l'enracinement du terrorisme sur le sol africain actuellement. Et M. Léon venait d'aborder un cas très simple et concret et pragmatique tout à l'heure. Et le cas là, c'est le cas où on donne 350 000 francs aux jeunes, ou bien on lui donne une moto pour qu'il aille combattre en Syrie. On leur finance le mariage, on leur donne pratiquement tout. Qu'est-ce qui est la base de ça? C'est la mauvaise gouvernance.
Lorsque nous prenons les Burkinabés qui sont pratiquement au nord... On vient à peine d'être élu, là. Non, mais écoutez, c'est un problème qui date de très longtemps. C'est un vieux problème. Lorsque vous ne voulez pas gérer correctement les biens communs, pour que chaque citoyen puisse avoir accès à ça, on ne peut qu'assister à ce genre de choses. C'est-à-dire la transformation de la mentalité de l'être humain. L'être humain est versatile. Sa transformation, le fait de changer d'idée rapidement, c'est en un clin d'œil, c'est en une seconde. Écoutez, lorsque vous ne gérez pas bien, les jeunes vont faire quoi? Quand quelqu'un me propose, par exemple, de l'argent que je n'ai pas hebdomadairement ou bien journalièrement, excusez-moi, je serai obligé de le suivre dans sa philosophie. Et surtout, que la religion là est un peu proche de ce que défend ces philosophies et autres, on peut s'adonner rapidement à ça. Mais ce n'est pas bien. Conclure en disant que ce n'est pas bien. Et s'il faut que on puisse, s'il faut régler ce problème-là, il faut que on humanise la gouvernance dans nos États africains. Il faut l'humanisation de la gouvernance. On ne peut en aucun cas s'accaparer des biens. Qu'est-ce que vous mettez dans l'humanisation? L'humanisation de la gouvernance en Afrique consiste tout simplement à faire quoi? Au respect des droits de l'homme. Créer un état de droit et pour que tout le monde soit soumis à la loi de la nation. Et lorsque c'est seulement la loi est appliquée à une frange de personnes contre d'autres personnes, vous savez, il n'y a pas confiance, alors que pour combattre le terrorisme, il faut quand même qu'il y ait une unique confiance au niveau des citoyens, pilotée par un premier responsable, un chef d'État, pour que effectivement il n'y ait pas de faille et qu'on y aille de l'avant. Très bien. Je voudrais conclure en disant qu'en revenant sur l'aspect d'Indéré et qui était, du moins, qui servait de pont, l'interlocuteur et autres. C'est là où je veux dire que lorsque les gens pensent que sans eux, le pays doit rester ingouvernable, est-ce que nous sommes d'accord? Je crois quand même que ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas une bonne façon d'agir. Il faut impliquer tout le monde. Il faut impliquer tout le monde pour que vraiment la dynamique soit véritablement unitaire, pour qu'il n'y ait pas de faille. Diendéré seul ne peut pas gérer tout le Burkina. Blaise seul ne peut pas éternellement gérer le Burkina. C'est pourquoi il faut forcément qu'il y ait un truc inclusif qui puisse amener tout le monde à se voir dans le miroir afin que ces genres de choses-là ne s'étalent pas. Oui, je voudrais dire à mon confrère que ce n'est pas véritablement la pauvreté qui fait le lit du terrorisme. Parce Bien que sûr. si tel est le cas, le terrorisme fait beaucoup plus l'Occident aujourd'hui, plus que l'Afrique. Et qu'il y a beaucoup de djihadistes européens, il y a plein de Français, de Belges qui vont combattre qui vont s'entraîner en Syrie pour revenir combattre. Je raisonne en termes africains. Non, c'est le problème mondial. Le terrorisme n'est pas un phénomène particulier à l'Afrique. C'est un phénomène mondial. Alors, je dis, aujourd'hui, par exemple, en Europe, par exemple, l'endoctrinement, ce n'est pas forcément la misère qui amène les jeunes à s'adonner à ça. C'est le cas de l'Europe. Je dis, le fait que ceux qui recrutent savent les besoins de la jeunesse et ils lancent l'appât. Si peut-être en Afrique, il y a la pauvreté et ils lancent l'appât et ils tombent dedans. En Occident, il y a d'autres aléas de la vie qui intéressent les jeunes et qui facilement, lorsqu'on leur lance l'appât, ils tombent sur ça et puis ils vont. Donc, et aujourd'hui, ils sont d'ailleurs plus nombreux. En Syrie, dans leur capitale, la capitale de l'État, c'est Raqqa, en formation et pour aller faire le djihadisme partout dans le monde, que même les Africains. Et aujourd'hui, le phénomène qui se pose au Mali, et vous savez qu'après qu'ils aient été chassés au Mali, ils se sont repliés et ils opèrent entre la frontière algérienne, malienne, nigérienne. Et leur base, c'est la Libye, en fait. C'est la base, en Afrique, c'est là-bas que beaucoup sont entraînés et beaucoup opèrent. Même le chef de Hakmi, Ben Mokhtar, le Borgne, comme on dit, voilà. Actuellement, il est beaucoup plus localisé en Libye. Et entre-temps, les Américains avaient annoncé l'avoir tué, mais l'homme apparemment est vivant. Et donc, c'est dire que c'est un phénomène de fou
où des gens... C'est vrai que Donald Trump, le candidat républicain aux États-Unis, a raison en disant que le terrorisme a commencé après l'assassinat de Saddam Hussein, puis de Kadhafi. C'est le terrorisme, vous vous rappelez, de l'un des chefs terroristes qui s'était signalé à l'époque, un certain Zarqawi en Irak, qui a tenu tête aux Américains pendant des années, qui a fait d'énormes victimes en Irak. Et après lui est venu Ben Laden. Et puis aujourd'hui, on parle de l'État islamique. Et donc, c'est une situation créée par les Occidentaux, mais malheureusement qui nous menace aussi en Afrique. Puisque lorsqu'on nous voit leur mode opératoire, c'est beaucoup plus pour faire peur. Pour faire peur, par exemple, au Mali, c'était un pays très touristique où les Occidentaux visitent énormément aujourd'hui. Et la destination malienne n'est plus tellement prisée par les Occidentaux. Vous prenez par exemple aujourd'hui le Burkina Faso avec ce qui s'est passé. Moi, je suis souvent à Ouaga, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de Blancs qui ont pour destination Ouaga. Aujourd'hui, avec cette situation, rien n'est sûr. Et puis, quand ils parlent de cette manière à Djendjéré ou de vouloir... Non, je pense qu'au moment où Blaise était aux affaires et qu'il était le grand médiateur pour la libération des otages par ici, par là, c'était à l'honneur du Burkina Faso. Bon, maintenant, c'est que il a maintenu le lien, c'est que la transition aujourd'hui, enfin ça c'est mon analyse personnelle, c'est le fait que la transition ne s'est pas passée normalement, c'est ça. Par exemple, si la transition s'était passée normalement, il suffisait de passer la main de tel à l'autre, et je pense qu'il peut peut-être avoir cette couverture tacite qui ne dit pas son nom, mais aujourd'hui, les acteurs de ce taxi, c'est Djendjéré et autres. Djendjéré il est actuellement en prison, Blaise est en Côte d'Ivoire, donc c'est dit que la chaîne a été coupée et peut-être c'est ça qui amenait, parce que bon, le Burkina n'est pas trop loin de la zone sahélienne, mais ils ont frappé au Niger, ils ont plusieurs fois frappé au Niger, et plusieurs fois au Mali. Et vous voyez, le Burkina n'est pas aussi très loin. Et leur zone de repli, que moi je considère, c'est la Mauritanie, parce qu'il y a certains terroristes qui sont cachés en Mauritanie. Et vous allez voir qu'il n'y a plus d'attentats vraiment comme ça en Mauritanie. Donc c'est une situation où tous les États doivent vraiment joindre les efforts. Est-ce que c'est finalement la quête d'une gouvernance territoriale? Vous savez, vraiment, ils ont une idéologie bizarre. Effectivement, l'idéologie. Puisque leur principal objectif, c'est d'installer leur califat. Et quand on parle de califat, ça veut dire qu'ils ont un gouvernement, ils ont des représentants et ils ont une manière d'agir, ils ont une loi. Justement, ils ont une loi, même si cette loi-là, la charia, même si cette loi-là, je voulais dire, est constamment violée par eux-mêmes, puisque la charia n'a jamais dit ce qu'ils font là. Et justement, ça prouve à suffisance que leur objectif premier, c'est de gouverner le monde. Et aujourd'hui, ils l'ont dit, le monde est gouverné par les Occidentaux. Et ils veulent maintenant changer la tendance. Ils veulent que la situation se retourne et au profit de qui? À leur profit. Parce qu'ils trouvent aujourd'hui que le monde est souillé. C'est ce qu'ils disent. Ils trouvent que le monde est souillé et que la civilisation occidentale, comme l'a dit Boko Haram, est un péché. Ils ne portent pas les voiles, ainsi de suite et tout. Voilà. Donc, nous sommes convaincus aujourd'hui que c'est une lutte commune que nous devons mener, comme le disait le confrère Dominique. C'est une lutte commune. Aucun pays n'est épargné. Même les îles les plus paisibles du monde peuvent à tout moment être visées. Parce que, comme il l'a dit, effectivement, c'est les touristes d'abord qu'ils visent. Ils font en sorte que la terreur puisse régner. C'est pourquoi vous ne les verrez jamais venir en bataillon. Ils ne viennent jamais en bataillon. Ils ne viennent jamais, comment je vais dire, en horde comme ça. Non, ils envoient toujours 1, 2 ou 3 personnes qui viennent semer le trouble, la pagaille, la panique partout. Et leur objectif, c'est déstabiliser la situation paisible qui régnait déjà, faire en sorte que les investisseurs finalement ne puissent plus venir, faire en sorte que ces blancs-là, je vais parler des Occidentaux, qui sont généralement les investisseurs, aient peur. Et là où le bas blesse, c'est que ces personnes-là qu'ils visent toujours sont malheureusement innocentes. Je reste avec vous, Léon. Aujourd'hui, on va dire, avant-hier, c'était le Mali, le Radisson Blu. Hier, donc vendredi, c'était Splendid Hotel au Burkina. Et nous avons le malheur, c'est ce qu'on dit, non? Nous avons le malheur, excusez-moi, nous avons le malheur, ou peut-être, j'allais dire,
peut-être ce qu'on peut appeler croisée de chemin, d'avoir à partager un peu un nom, Radisson Blu, avec un hôtel que nous avons qui va abriter les travaux du sommet sur la sécurité maritime dans environ 2 mois et demi, comme ça, si on s'en tient aux annonces du gouvernement. Est-ce que on doit commencer par saisir le taureau par les cornes? Bon, à quelque chose malheureux, bon, c'est vrai, c'est un malheur qui a frappé notre frère du Burkina, mais c'est aussi également un message fort pour nous, parce que si entre-temps nos autorités peut-être en charge de la sécurité avaient toute quiétude, il est temps maintenant qu'ils puissent se rendre compte que vraiment c'est tout proche de nous, et par rapport à ce sommet-là que nous allons accueillir en mars prochain, il va falloir que tout soit mis en œuvre pour une sécurité maximale. Mais je ne dirais pas que le fait que notre hôtel du 2 février va désormais porter ce nom-là du Radisson Blu ou du Radisson fera que les terroristes vont cibler l'hôtel, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas le nom de l'hôtel ou le nom de l'endroit qui importe pour eux, mais c'est l'affluence, c'est les personnes qui sont ou qui fréquentent généralement ces lieux-là. Voilà, surtout les blancs. C'est ça qu'ils visent. Si aujourd'hui c'est l'hôtel Sarakawa par exemple qui accueille plus de blancs et plus de personnalités, vous verrez que bon, je ne dirais pas, vous verrez qu'ils iront frapper là-bas, mais bon, ça sera la suite principale. Nous comptons sur notre plan de sécurité pour pouvoir... Non, je pense que d'ores et déjà, nos États, les États qui ne sont pas frappés, doivent déjà prendre des dispositions pour ces grands hôtels, notamment au Togo, on parle de l'hôtel Sarakawa, hôtel de Ibis, le Bénin, il y a 2 février. Donc je pense que nos autorités doivent déjà... Un problème, c'est que les terroristes opèrent d'une manière... c'est-à-dire que parce que lorsque vous prenez le cas de Radisson Blu à Bamako, il y a des hommes armés qui veillent, qui sont dans l'hôtel, mais sachant le dispositif, puisqu'ils viennent d'abord, ils logent là-bas d'ailleurs, ils suivent tout, ils voient comment le dispositif est là avant d'opérer. Donc, ils reviennent donc à nos États, ou à nos forces de sécurité, de prendre des dispositions beaucoup plus rigoureuses pour que vraiment, au cas où ils ont de mauvaises intentions, ils soient éliminés. Sans oublier que très prochainement, Bernard Alogno, il y aura le phénomène de la transhumance, parce que ça a été, le calendrier, je crois, a été déjà communiqué en partie. Et ça aussi, c'est une façon de faire entrer des... Vous savez, moi je suis toujours... La transhumance, les poules qui transitent avec le bétail. Oui, c'est vrai que c'est... Rodrigue, ils sont capables de tout. Moi, je vois le problème quand même sur un autre angle. Ouais, Dominique était en train de dire tout à l'heure que le terrorisme est mondial. Il y a le terrorisme en Europe et en Afrique, etc., etc. Moi, je crois quand même que ce sont des gens qui ont une philosophie bizarre, telle qu'il venait également de le dire. Mais cette philosophie-là est telle qu'en Afrique, c'est une autre manche qui est utilisée. En Europe, c'est autre chose. Alors, ici, lorsque nous prenons l'Afrique, ils doivent élargir leur effectif. Grandir leur effectif suppose qu'il faut recruter des gens. Maintenant, ils sont allés chercher l'indicateur nécessaire qui permettrait à ce groupe-là de s'élargir. Et l'indicateur favorable, c'est la pauvreté. Et c'est pourquoi, dans le contexte africain, c'est la pauvreté. Et pour pouvoir avoir un grand nombre de personnes, il leur propose le mariage sans dépense d'argent. Ils leur proposent des motos. Quand on sait qu'à partir du Burkina, du Mali et autres, là, ce sont c'est plus qu'une religion. C'est plus qu'une religion. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. On vous propose tout ça là, vos rangs ne seront que renforcés. Ça, c'est clair. Et maintenant, la grande problématique, c'est comment opèrent-ils? Et que nos autorités qui ont le pouvoir de l'État en main, qui peuvent écouter tout le monde tel qu'ils le font dans certains pays. Mais vous allez me dire qu'ils bossent sans téléphone, ces gens-là.
Mais peut-être qu'on ne peut pas répondre un peu à votre préoccupation. Vous connaissez bien TV5 Monde. Oui, TV5 ce n'est pas n'importe quel média, ce n'est pas la télévision Espoir 47 ni la radio KNTB. Oui. Mais vous vous souvenez que dans l'intervalle de quelques minutes, c'est seulement des messages djihadistes qui passaient. Le programme était bloqué. Le programme était bloqué. De Paris, Bataclan et autres qui ont été bousillés en oui. Le Togo ou bien les pays africains ont les moyens plus sophistiqués que les États occidentaux. Ils ont frappé à près de 4 endroits. 4 endroits. Oui. Je suis d'accord avec des échanges. Oui, effectivement. Donc c'était eux aussi travaillent. Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir en sortant ces exemples-là? C'est au professionnalisme de nos autorités. Mais ils aussi sont professionnels. Non, mais ils sont professionnels. C'est-à-dire que, mais écoutez, lorsque nous prenons la France, Bataclan a été terrorisé. Paris a été terrorisé. Ils n'ont pas su. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils n'ont pas su démettre ces gens-là à temps réel. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais par la suite, il y a eu un certain nombre de déploiements terribles instantanés qui ont permis et que ce terrorisme-là ne soit pas continuel dans les minutes, dans les heures. Toi, là, c'est fini à Paris. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je suis en train de dire sur ce plateau, non, ce que je suis en train de dire sur ce plateau est très simple. C'est de faire à la vigilance, à la grande vigilance des uns des autres. Et cette vigilance-là serait effective lorsque l'ensemble des populations seraient dans la dynamique unitaire de bien protéger notre pays. Lorsque vous voyez des individus bizarres, peut-être ils sont venus dans votre maison, ils sont à côté de votre... Mais il faut les signaler aux forces de sécurité. Donc c'est très important la contribution de la population parce que les terroristes qui ont frappé Splendide Hôtel, ils ont logé là-bas peut-être 2 ou 4 jours. Et donc personne ne les avait vu venir. Voilà. Donc si les gens avaient un peu prêté attention, ils peuvent se dire mais ces gens-là, ils peuvent faire mal et les arrêter avant que la catastrophe n'arrive, malheureusement. Très bien. Problématique des conditions d'études dans les universités publiques du Togo. Tout à l'heure, on a parlé des jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils servent d'APA. L'argent sert d'APA finalement à ces jeunes pour intégrer des philosophies qui ne sont pas communes à nos réalités. Aujourd'hui, au Togo, nous avons l'élite de demain qui est en formation intellectuelle, on va dire, dans nos universités. Et depuis quelques jours, les conditions d'études sont déplorées par ces étudiants par la voix de l'association Mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais MET. Mercredi dernier, c'était donc à une scène de jet de pierre et de gaz lacrymogène qu'on a assisté à l'université de Lomé. Alors, parlant des conditions, les étudiants déplorent le fait que sur les bus alloués par l'État, seul un bus fonctionne actuellement. Ils parlent également de l'inadéquation des cités de logement aux réalités des étudiants. Ils parlent également de la reprogrammation des examens et aussi de la programmation des cours. Par exemple, vous prenez au niveau du FASEG où il y a plus de 3200 étudiants, les cours sont programmés dans des salles de 150 places. Et pour ce qui concerne le FDD, c'est peut-être pire. On parle de la programmation dans les salles de 100 places. Alors, beaucoup d'insuffisances qui poussent ces étudiants à crier leur ras-le-bol. Dominique, alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que les universités publiques du Togo sont en bonne santé? C'est un problème réel. Les difficultés, ça n'en manque pas, et que nos universités, les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Et que l'État, chaque fois, fait aussi des efforts. Mais à côté des efforts, il y a aussi l'accroissement régulier aussi de l'effectif qui s'explose parfois. Aujourd'hui, malgré qu'on a 2 universités, mais ça ne suffit pas du tout. Je pense qu'actuellement, ils sont à près de 60 000. Alors, à 40, pas de 14 000. Alors que dans un passé récent, il y avait peut-être 20 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à pratiquement 70 à 75 000 étudiants. Vous voyez que ça dit que c'est les moyens qui ne suivent pas. Le taux de est-ce qu'il y a manque de prévision? Parce que déjà, chaque année, on a une idée sur l'effectif qui va sortir au bac 2, qui va rallier l'université. Justement, je pense qu'aujourd'hui, l'État met toujours les moyens. L'année passée, je pense que l'année passée ou l'année surpassée, l'État avait mis à disposition des bus neufs
Bon, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à ces bus qui sont déjà tombés? À l'époque, on avait cru je pense que c'est à peine 2 ans. Ces bus ne répondaient pas à nos réalités. Quand on prend l'état de nos routes... nos routes ne sont pas aussi particulières que les autres routes à travers le monde entier. Les routes, c'est les routes. Et encore que nous avons maintenant de très bonnes routes. Donc aujourd'hui, il y a ce problème. Vous prenez par exemple au niveau des amphis. Et on a construit amphi 1500, amphi 1000, mais ça ne suffit toujours pas. Donc je pense que l'État doit toujours augmenter ou redoubler d'efforts pour tenir. Mais seulement ce qui est quand même à regretter, et que je pense que nos jeunes frères ont pris l'allure des politiques, c'est le fait que leur revendication est d'aller auprès de leurs autorités, notamment la présidence de l'université d'abord. Si là-bas ils n'ont pas gain de cause, ils peuvent aller au ministère de l'enseignement supérieur. Ils quittent directement et puis ils vont à la primature. Non. La revendication est d'abord destinée à son supérieur immédiat. Quitte à lui d'aller réclamer, d'aller voir à qui de droit pour revenir avec des solutions. Mais lorsqu'ils quittent directement et ils foncent sur la primature, je pense que ça n'a pas l'air on n'a pas l'air de les prendre aussi au sérieux. On a l'impression qu'ils ont un autre agenda caché. Sinon, la première revendication, la première demande, c'était d'aller à la présidence de l'université. Et si ça ne va pas, ils peuvent se rendre auprès de leur ministère. Mais ils ont franchi tout ça par là pour se retrouver, pour vouloir bondir à la primature ou voire peut-être même à la présidence. Donc je pense que leurs revendications sont légitimes. Je dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais c'est vrai aussi que on ne peut pas avoir des solutions à tout. Ça, c'est clair, on ne peut pas tout obtenir. Mais il faut quand même que les autorités universitaires puissent... Par exemple, je prends le cas des bus. Bon, ces bus, qu'est-ce qui est arrivé à ces bus déjà? Est-ce qu'elles sont totalement capoutes? Ils sont totalement capoutes qu'on ne peut pas les mettre dans la circulation. Si tel est le cas, normalement déjà, pendant les vacances, on aurait pu les arranger, les réparer. Et donc, je pense que déjà, c'est un problème qui aurait pu être résolu d'une manière. Les étudiants réclament l'électrification de leur cité. Mais ça aussi, il le faut parce que, et ça je pense que les autorités universitaires pouvaient aussi quand même le faire. Parce qu'il y a environ 3 ou 4 semaines, on a quand même découvert un corps sans vie. Sans vie sur le campus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que les autorités eux-mêmes peuvent faire et d'autres choses que l'État doit forcément. La construction des amphis, par exemple, c'est l'État qui doit augmenter à construire d'autres amphis. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout obtenir. Mais leurs autorités, et je pense qu'ils ont pris langue avec les étudiants qui ont l'association, le MET qui a commencé, ils ont pris langue avec eux pour discuter, voir ce qui peut être trouvé incessamment. Voilà. Léon, alors la situation, elle est telle présentée, vous avez suivi les doléances de nos frères à l'université de Lomé, cité de logement, programmation des examens, programmation des cours. Il parle également de retraçage des pistes, l'électrification et puis également le renforcement de la connexion Internet. Voilà, autant d'insuffisances relevées par ces étudiants. Oui, effectivement. Ce que nous déplorons, c'est entre guillemets, le laxisme des autorités universitaires quant à ce qui concerne les conditions de vie socio-économiques des étudiants sur le campus. Mon raisonnement, je vais l'établir sur 3 points. D'abord, j'aimerais dire que effectivement, il y a des problèmes d'électrification, mais l'extension a été faite. Les ingénieurs même de l'INSI, les élèves ingénieurs de l'INSI ont eu à poser des balises sur lesquelles on devait maintenant fixer les poteaux et placer les ampoules. Seulement, je ne sais plus à quel niveau il y a le problème. Les balises sont là, il suffit seulement d'emprunter les principales artères. Vous voyez les balises, même avec parfois le bout de fil qui est sorti, mais aucun poteau n'est planté. Donc ça veut dire que quelque part il y a un problème. Ensuite, l'électrification au niveau des cités. L'électricité, elle est là, au niveau des cités. Seulement, c'est le rechange des ampoules qui se grillent qui pose problème. Mais non, il faut à César ce qu'il y a à César. Les étudiants également parfois exagèrent, tel que par exemple, il est interdit formellement sur le campus d'utiliser les réchauds électriques.
mais ils le font. Ce qui fait qu'il y a une constante plutôt baisse de tension sur l'université en général, surtout dans les cités. Et l'utilisation de ces réchauds électriques-là grille parfois les fils qui sont utilisés pour les fils encastrés déjà dans le mur pour leur service d'alimentation, notamment pour peut-être la radio ou certains petits appareils qu'ils peuvent utiliser. Donc il y a ça. Ensuite, j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas qu'un seul bus qui travaille à l'université de Lomé. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous sortez dans la ville, ce soir par exemple, vous allez en rencontrer peut-être 2 ou 3. Puisque chaque artère ou chaque banlieue par exemple de la ville a son bus. Il y en a qui fait la liaison vers Agoué, il y en a qui fait vers Agoué, vers Bagida, etc., etc. Donc ça existe. Je crois qu'un bon syndicaliste, le MIT, a voulu peut-être exagérer pour qu'à la négociation, il puisse être proche du milieu de la normale. Mais non. Le premier point, c'est lequel? C'est les conditions socio-économiques. En 2012, disons, c'est en 2012 que l'État a revu encore cette histoire de bourse. Donc, c'est en 2012 que les bourses ont refait leur apparition au Togo. Non, les aides, bon, disons qu'elles existaient. Seulement, en 2012, les bourses sont revenues. Un acquis. Après moult luttes, bien sûr. En 2014, après encore d'autres luttes, l'État a procédé à la revalorisation des bourses et des aides. Voilà, des aides. Et cette revalorisation-là est passée de 20 pour certains à 30% pour d'autres. Donc, ce qui n'est pas en somme une mauvaise chose. Mais là où le problème se pose, c'est que sur les 75 000 étudiants, il n'y a que 5 067 étudiants qui sont bénéficiaires. Non, qui sont boursiers. Ah non, qui sont bénéficiaires. Voilà. Y compris les aides? Non. Y compris les aides, non. Y compris les aides, non. Mais qui sont boursiers. Ouais. Donc, on regarde, sur 75 000, si on enlève 5 067, il reste combien? Environ 70 000. Les 70 000, il faut avoir validé 75 à 80% des matières précédentes de l'année précédente pour pouvoir estimer, être éligible donc à l'aide, aux allocations de secours, comme ils l'appellent là-bas. Ce qui n'est pas toujours évident, vu les conditions dans lesquelles les étudiants étudient. Donc, on arrive justement aux conditions dans lesquelles les étudiants étudient. Effectivement, il y a des salles de 50 places qui datent de 1900, je ne sais plus, et qui continuent par accueillir des étudiants de 500, 600 places. Nous-mêmes, quand on y était, on a fréquenté l'amphi 600, l'amphi 20 ans, la salle FDD 3 et autres. On a vu, en première année, par exemple, on était 1200. 1200, mais on fréquentait l'amphi 600. Et c'est à partir de cette année-là qu'on a commencé par faire 2 groupes. Où un groupe vient et il suit le même cours, après quand lui quitte, l'autre groupe arrive. Mais c'est fait que les étudiants également font leur programme en fonction. Tout le monde veut suivre le premier cours, hein, même si celui-là va être rediffusé après. Donc ce qui pose déjà un autre problème. Aujourd'hui, ce qui me sidère moi, c'est que cette semaine-là, ou la semaine dernière, un député à l'Assemblée nationale a dit sur une radio que pour le vote du nouveau budget, on s'est rendu compte que l'année dernière, pour un crédit qui a été alloué à l'université, aux universités du Togo, il y a eu 2 milliards de francs CFA qui sont restés et qui n'ont pas été utilisés. Au même moment, les étudiants ont des problèmes sur le campus. Est-ce que les 2 milliards de francs CFA ne peuvent pas servir à faire quelque chose, un temps soit peu, pour les soulager? Et là, ça me sidère beaucoup, ça c'est presque énervant. On a l'impression qu'on insulte ceux-là qui sont là. Parce que les infrastructures sont là, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de ci ou de ça, on ne le fait pas. Maintenant, quand on regarde l'autorité universitaire n'a pas démissionné, mais l'autorité universitaire est tout simplement absente. Parce que quand on regroupe les étudiants, ce qu'on a constaté, c'est qu'on les regroupe à l'auditorium de l'université. L'auditorium de l'université, c'est 150 places. On se demande combien d'étudiants vont pouvoir y avoir accès. Ils peuvent, par exemple, comme le MIT le fait, comme les autres associations le font, établir une estrade où on pourra en discuter avec un plus grand nombre d'étudiants. Et ce qu'on a constaté, c'est quoi? C'est que la plupart des délégués généraux sont souvent proches de l'autorité universitaire, si bien que c'est une sélection qui est souvent faite pour ces interlocuteurs-là avec qui l'autorité va discuter. Et c'est eux qui sont... Ça ne leur empêche pas de poser leurs problèmes. Justement, ça ne les empêche pas de poser leurs problèmes. Mais quand on sait que la plupart des délégués qui ont soit été contre
soit manifester pour telle autre chose, ont eu des problèmes. Pendant que ceux qui étaient du côté de l'autorité universitaire, soit aujourd'hui sont à des postes juteux, soit aujourd'hui ont des bourses pour aller étudier, les étudiants, ils ont peur quand ils arrivent comme ça devant l'autorité de pouvoir s'afficher clairement. Vous voyez, du moment où ils ont été déjà cooptés quelque part. Il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Et on en revient maintenant au cours, proprement dit. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'enseignants qui sont absents parce qu'ils préfèrent aller enseigner en cours de mission à l'extérieur, où ils sont bien payés. Et les étudiants, justement, par exemple, avec le système LMD en master, peu sont ceux-là qui ont régulièrement des cours. Parce que les professeurs, bon, ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles, ils préfèrent aller à l'extérieur et les autres doivent attendre. Donc vous voyez, c'est autant de problèmes et on en énumérera, on n'en finira jamais. En tout cas, Bernard Alognon, on est pris par le temps, on a consacré beaucoup de temps à parler du Burkina parce que le terrorisme, ça inquiète vraiment, mais notre problème à nous ce matin, c'est l'université de Lomé. Vous avez suivi tout à l'heure, Léon, vous avez suivi Dominique, les problèmes sont réels et tels que... Léon l'a dit, quand un député vous dit qu'il y a eu 2 milliards qui sont restés, qu'on n'a pas eu touché du tout, et qu'au même moment, il y a des problèmes qui n'ont pas été consommés. Est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi les problèmes sont là et que les fonds soient restés inconsommés? D'accord, merci beaucoup à Rodrigue. Je crois quand même que les amis ont dit beaucoup de choses, mais je veux relever 3 choses avant de revenir à la question rapidement. La première des choses, quand M. Dominique dit que les étudiants ne peuvent pas quitter l'université pour aller voir le Premier ministre directement, immédiatement, a priori oui. Ça, c'est normal. Il ne peut pas le faire. Il y a vice de procédure. Mais je rappelle à mon confrère qu'il y avait eu précédemment des documents qui ont été envoyés à la présidence de l'université. Ensuite, une AGA a été faite. Une AGA a été organisée. Et ils ont envoyé un procès verbal au niveau de la présidence de l'université. Voilà. Voilà. Et le ministre également en avait eu copie. Et qu'en janvier, ils vont reprendre une assemblée générale dans l'établissement. Si rien n'est fait, ils n'ont pas été... Ça a été reporté. Ça a été reporté. 6 janvier, ça a été reporté. Avant que la dernière fois, ils organisent l'assemblée générale et ils ont constaté que les autorités universitaires ont démissionné. Bon, c'est leur terme. C'est leur propos. Voilà, c'est leur propos. Démissionner, ils ont quitté leur boulot. Je dis bien, c'est leur terme, c'est pas moi qui l'utilise. Ils ont démissionné. Ou bien ils ont été absents si je veux rejoindre mon ami. Voilà. Donc c'est ce qui avait fait, c'est un ballottage. Ce qui avait fait qu'ils ont quitté l'université pour se rendre au niveau de la primature et ils ont été gazés copieusement comme M. Agoulomé. Ils ont eu aussi à jeter des pierres comme nous l'avions constaté. Deuxième des choses, les problèmes sont réels. Je vous assure, si on veut essayer d'énumérer ces problèmes-là aujourd'hui, on ne peut pas quitter ce plateau. Et Léon a raison d'aller dans certains détails et autres. Je ne peux plus apporter encore d'autres détails. Mais sur le point de 2 milliards, je voudrais préciser que c'est M. Jean Kissi qui avait téléphoné à Victoire FM le vendredi matin, si j'ai bonne mémoire, pour parler de ces 2 milliards. Vous vous en souvenez? Monsieur Nico Broum, il était le ministre, ouais, voilà, il était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, qui avait dit publiquement qu'il ne va pas aller régler le problème de pauvreté au niveau de l'université. Et donc, il a dit ça. Oui, il a dit, on en avait débattu en long et en large. Moi, je ne me rappelle. Oui, mais écoutez, bon, en tout cas, si vous voulez, vous allez avoir... Juste quelques secondes. Oui, mais il a dit qu'il ne va pas régler le problème de pauvreté à l'université. Et à l'époque, quand il devait essayer de présenter, c'est-à-dire, il a été invité à l'Assemblée nationale par les députés et autres, ils ont constaté dans leur ligne budgétaire qu'il y avait 2 milliards restants. Ces 2 milliards-là pouvaient servir forcément à quelque chose. En fait, M. Dominique avait relevé quelque chose quand il avait pris la parole. Il a dit que depuis fort longtemps, ce sont des problèmes et qui étaient posés et qui persistent toujours. Alors, pour un gouvernement sérieux, un problème qui date depuis fort longtemps doit trouver solution normalement. Ça, c'est l'intelligence togolaise. Ça, c'est le temple du savoir. Quand les étudiants n'exagèrent pas. Il y a des actions quand même. Mais oui, non, mais je ne refuse pas qu'il n'y a pas des actions. La preuve, ils ont envoyé des bus qui, aujourd'hui, ne travaillent plus correctement. Bon, est-ce que nous sommes d'accord? Seul bus à selon le président, il y a plus de 3, 4 à 5 bus. Non, mais écoutez, soyons quand même sérieux.
ils ont eu à poser des actes. Mais des actes très insuffisants parce que vu les appels que vous avez donné là, 60 combien mille d'étudiants, vous mettez à leur disposition 2 ou 3 bus pour rallier quoi. À Kara. En tout cas, je vous assure quand même nous allons revenir sur aujourd'hui de revoir ce dossier là. Ouais. De revoir le dossier de l'université de Lomé et de l'université de Kara. Voilà. Oui, le MIT ou le MET, selon la prononciation, on sait que c'est une association instrumentalisée par un parti politique. Ça ne m'étonne pas que Jean puisse appeler pour dire certaines choses. Mais lorsque vous prenez autrement, c'est de l'insulter à l'intelligence et de enfin, toutes les lignes budgétaires n'ont pas été exécutées à 100%. Ce n'est pas seulement au niveau de l'université ou bien de l'éducation. Il y a encore d'autres lignes dans d'autres secteurs qui n'ont pas consommées. C'est parce que le budget, c'est lié aussi aux moyens disponibles. Ce n'est pas un refus systématique à Nico Broom de dire non, bon, moi je ne veux plus résoudre les problèmes d'université et que non, je ne pense pas. Là, ça dit être de mauvaise foi. Vous avez suivi, malheureusement, nous sommes obligés. Monsieur Rodrigue, excusez-moi, Monsieur Dominique avait dit que ce problème-là datait de plus fort. Voilà, et ça Et si on s'en tenait seulement à cette phrase-là, à l'époque, quand vous posiez le problème-là, vous étiez aussi manipulé par un parti politique? Nous voyons, c'est d'ailleurs pourquoi vous avez compris ça, c'est un nous allons vous revenir. C'était donc votre émission Grand Jury de ce lundi, donc le tout premier de cette semaine. Nous avons parlé du Burkina Faso avec cette attaque et nos analyses ont pris en compte les peurs qu'il devait avoir dans les États voisins, notamment le Togo. Nous avons également parlé des problèmes ou des conditions d'études dans les universités publiques du Togo. Vous avez suivi, le temps a fait défaut, mais nous allons y revenir. Merci donc à vous toutes et à vous tous pour la fidélité d'écoute. Nous disons surtout bien de choses à notre cher ami et frère Kosivi Anthony. Il est directeur général de la société IMEC Togo. Il nous a suivis de bout en bout. Bien de choses à vous autres qui nous avez suivis et beaucoup de bonheur à tous les Togolais de la diaspora. Bonne journée. Merci à l'équipe technique qui revendique surtout son remerciement. Merci à vous aussi. Bien de choses. Au revoir.